Deux chefs de mouvement rebelles ont été arrêtés par les services sud-africains et congolais. L'un d'eux, Etienne Taratibou Kabila, se présente comme un fils de feu Mouzé Laurent Désiré Kabila, chef d'un groupe rebelle de 19 Congolais. Et l'autre, Gustave Bagayamukwe, le leader de l'Union des forces révolutionnaires du Congo. La crise armée dans l'est de la RDC a été valablement défendue lors des travaux de l'Assemblée parlementaire francophone auquel a pris part le président de l'Assemblée nationale. Des résolutions portant sur la sécurité ont été adoptées et seront exposées à la prochaine réunion de l'APF en Côte d'Ivoire. Les résumés de ces travaux dans ce journal. Le pape Benoît XVI quittera ses fonctions le 28 février prochain. Ces démissions ouvrent la voie à la période du siège vacant, a précisé le Vatican, dans une annonce quasiment sans précédent dans l'histoire de l'Église catholique. Et puis qu'en 2013, les rideaux se sont refermés hier dimanche en Afrique du Sud. Le Nigeria est devenu champion d'Afrique pour la 3e fois de son histoire. Les Super Eagles, vainqueurs des étalons du Burkina Faso 1-0 en finale, succèdent ainsi à la Zambie. Bon début de semaine à tous et merci d'être avec nous sur Télé 50 pour l'essentiel de l'actualité. Le Vatican confirme que le pape Benoît XVI quittera ses fonctions le 28 février prochain. Le pape a annoncé qu'il renoncera à son ministère à 20 h le 28 février. À 85 ans, Benoît XVI dit ne plus avoir la force de diriger l'Église. Commencera alors la période du siège vacant, a précisé le père Federico Lombardi dans une annonce quasiment sans précédent dans l'histoire de l'Église catholique. Et selon le droit canon de l'Église catholique, il a le droit de démissionner. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Et on l'a appris dimanche dans la soirée, Etienne Taratibou Kabila a été appréhendé en Afrique du Sud. L'homme qui se présente comme un fils de Kabila est considéré comme le chef d'un groupe de rebelles de 19 Congolais, arrêté lors d'un vaste coup de filet mené par les unités d'élite sud-africaines dans la zone isolée de la province de Limpopo. Etienne Kabila devrait justement rejoindre les 19 autres devant le tribunal de Pretoria. La prochaine audience est fixée au 14 février prochain. Les autorités détiennent le leader de rebelles. C'est par ces quelques mots que le porte-parole de l'unité d'élite de Hawks, Faucon en français, de la police sud-africaine, a annoncé l'arrestation d'Etienne Taratibou Kabila. L'homme que l'on voit ici, en treillis, coiffé d'un béret, le fusil en bandoulière, faisait partie avec le général Yakatumba de deux présumés rebelles congolais qui avaient filé entre le doigt des services de sécurité sud-africaine lors de l'arrestation du groupe de 19 autres, qui ont comparu le 7 février devant un tribunal de Pretoria pour tentative de coup d'État visant à renverser le régime de Joseph Kabila. Etienne Taratibou a toujours affirmé être le fils aîné de feu Laurent Désiré Kabila et donc demi-frère du chef de l'État congolais. Une allégation, une fois de plus, réfutée par Lambert Mende, le porte-parole du gouvernement de RDC, lors de sa dernière sortie médiatique. L'arrestation d'Etienne Taratibou Kabila vient battre en brèche l'affirmation faite par certains médias internationaux qui prétendait que l'homme était détenu dans les locaux des services spéciaux congolais à Kinshasa. La police sud-africaine avait infiltré depuis plusieurs mois ce groupe appelé Union des nationalistes pour le renouveau, un mouvement non autorisé au Congo-Kinshasa, dont les membres ont essayé de se procurer des armes, 5000 AK-47, 1000 grenades, des missiles sol-air et sol-sol, ainsi que du matériel de télécommunications pour mener à bien leur entreprise de déstabilisation de la RDC. Et puis arrestation également hier dimanche au Sud Kivu de Gustave Bagayamukwe, le leader de l'Union des forces révolutionnaires du Congo, UFRC, un mouvement rebelle créé à la mi-janvier dans l'est de la RDC. Et selon des sources concordantes, il a été acheminé à Bukavu avant d'être transféré vers Kinshasa quelques heures après. Claude Biringanine pour le reportage. Il venait à peine de créer son groupe armé, l'UFRC, Union des forces révolutionnaires du Congo, et il faisait déjà parler de lui sans prendre un seul centimètre du territoire national. Gustave Bagayamukwe regagnait le pays après une randonnée à Bujumbura au Burundi, ce moment où il s'apprêtait à présider une réunion des leaders locaux d'opinion qu'il a été appréhendé, ensuite acheminé à Bukavu, avant d'être transféré à Kinshasa, dimanche 10 février, par les services de sécurité locaux. Il projetait surtout de rencontrer dimanche à Katobo les représentants des groupes armés de la région sud de la province du Sud Kivu. Candidat malheureux aux élections législatives de 2011 pour la ville de Bukavu, Gustave Bagayamukwe est l'initiateur de l'Association pour la défense des intérêts de Bukavu, ADIB. Il avait annoncé dimanche 3 février la création de l'Union des forces révolutionnaires du Congo, dont il dit être le président du comité de coordination, une coalition de 12 groupes armés rebelles.
Aubin Minaku a regagné la capitale congolaise hier dimanche dans la soirée après avoir pris part aux travaux de l'APF. Le speaker de l'Assemblée nationale a créé un véritable lobbying pour la RDC à l'occasion de la réunion de l'Assemblée parlementaire francophone tenue il y a peu en France. Des sujets aussi bien politiques que sécuritaires ont été abordés, lesquels ont conduit à des projets de résolution adoptés en rapport avec la crise armée qui sévit dans l'est de la RDC. Aubin Minaku, qui assure la vice-présidence de l'APF, l'a déclaré au cours d'un point de presse tenu à l'aéroport international de Njili. Il était question d'une réunion du bureau de l'Assemblée des parlementaires de la francophonie qui devait préparer la prochaine Assemblée générale qui se tiendra en Côte d'Ivoire. Et voilà, donc nous nous sommes retrouvés à Paris à ces propos. Effectivement, nous avons évoqué plusieurs questions, notamment les questions sécuritaires et politiques dans notre espace francophone. C'est ainsi que nous avons pu adopter quelques résolutions, notamment en ce qui concerne la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. Il fallait qu'au niveau de l'Assemblée des parlementaires de la francophonie, que nous puissions être au même niveau, au même diapason que le Conseil de sécurité. C'est ce que nous avons fait. Les projets de résolution ont été adoptés. Ils seront présentés à la prochaine assemblée plénière de l'Assemblée générale en Côte d'Ivoire. Et donc, je crois que c'est une tâche positive. Il fallait être présent. Par le passé, de temps en temps, nous étions absents dans certains forums. Mais cette fois-ci, nous nous sommes décidés d'être présents là où c'est nécessaire dans l'intérêt de la République démocratique du Congo. Autre sujet sensible abordé au cours de cette conférence de presse, les consultations politiques nationales amorcées par le parti présidentiel, le PPRD, à l'initiative jusqu'ici de son secrétaire général Évariste Bochab, en l'absence du secrétaire général de la majorité présidentielle. Était-il logique qu'un parti au même titre que d'autres entretienne des consultations politiques lorsque l'on sait que cette démarche institutionnelle revient dans les prérogatives du chef de l'État? Je vous propose ici d'écouter la réponse du président de l'Assemblée nationale à ce sujet. Donc c'est l'initiative du président de la République dans le cadre de ses prérogatives constitutionnelles. Ce n'est pas une démarche qui va naître ex nihilo, à Bovo. Il n'y a pas de crise institutionnelle en République démocratique du Congo. C'est ça même le résumé. Point de crise institutionnelle, mais en même temps nécessité impérieuse de dialoguer pour consolider les institutions de la République. Étant donné que c'est une démarche institutionnelle, étant donné qu'il y a une nécessité impérieuse de dialoguer, toutes les composantes de la République peuvent réfléchir à ces sujets, consulter les leurs. C'est dans ce cadre-là que j'inscris la démarche du secrétariat général du PPRD, qui a consulté d'autres partis politiques, de l'opposition comme de la majorité. J'invite d'ailleurs les autres partis politiques à prendre aussi des initiatives comme ça, à être aussi écoutés par d'autres. Parce qu'il faut un partage d'informations, de réflexion pour évoluer. Mais étant donné que c'est une démarche institutionnelle, bien évidemment, il faut que nous sachions que c'est le président de la République qui conduit la démarche. Mais en tout cas, à mon niveau, en tant que président de l'Assemblée nationale, je veillerai à ce qu'il y ait point de dérapage. Des nouvelles de la primature à présent. Après une nouvelle tournée au niveau international, le Premier ministre Augustin Matata Ponyo est rentré au pays, une tournée fructueuse qui lui a permis de rencontrer Christine Lagarde, directrice générale du Fonds monétaire international. Une rencontre symbolique qui va sans doute rendre effective la reprise des relations entre l'institution et Kinshasa. D'ailleurs, le chef du gouvernement a laissé entendre qu'il y aura des discussions en vue de lever toutes les hypothèques possibles pour permettre de partir sur des nouvelles bases. Les plus sceptiques présidaient un échec de son grand oral devant les institutions de Bretton Woods à cette tournée. Mais il en était tout autre au sortir de l'échange avec notamment la responsable du Fonds monétaire international, auprès de qui Matata Ponyo a récolté un franc succès.
Les deux parties sont disposées à pouvoir renouer un dialogue constructif, à mettre sur pied un nouveau programme économique. Donc il y a de nouvelles perspectives. Nous avons convenu avec la directrice générale que ces équipes ainsi que le mienne allaient travailler pour pouvoir lever toutes les hypothèques possibles devant nous permettre de partir sur de nouvelles bases. C'est l'année dernière que le FMI a suspendu son programme triennal de facilité de crédit à la RDC. Ainsi, c'est dans le but de recoller les morceaux que le Premier ministre, à son séjour à Washington, a tenu à avoir cet échange. Nous travaillons depuis que nous sommes là pour que le processus de passation des marchés soit conforme non seulement aux lois, aux textes réglementaires, mais aussi que ce soit conforme aux standards internationaux. Le travail que je fais, le travail de gouvernance économique, d'amélioration de la transparence dans le secteur, c'est un travail qui répond à la vision du président de la République. C'est en décembre dernier que le fonds a suspendu une ligne de crédit de 561,1 millions de dollars américains accordée en 2009 à la RDC, faute d'avoir obtenu suffisamment d'informations sur la vente par le gouvernement de 25% de ses actions dans une entreprise publique gérant les ressources minières du pays, ont indiqué certaines sources. Une situation qui a suscité des réactions de part et d'autre. Fallait alors attendre ses rencontres avec son nouveau directeur pays en RDC, qui échangeait avec les autorités congolaises, dont le vice-premier ministre en charge du budget, pour en avoir une idée claire. Nous n'avons jamais interrompu notre relation avec la RDC. L'histoire de la RDC et le FMI part du 28 septembre 1963, quand les autorités de l'époque décidaient de joindre le fonds. À ce jour, le FMI, c'est 185 pays à travers le monde. Autre chose à présent, au Kasaï oriental, l'opération de recrutement des jeunes au sein des FRDC enregistre un nouveau succès. Au moins 111 jeunes viennent d'être évacués ce lundi vers la ville de Likasi au Katanga. À ce jour, la province du Kasaï oriental a déjà fourni au total 1160 jeunes sur les 2000 attendus. Les détails dans cette correspondance de Crispin Chibinkoufa depuis Mbujimaï. C'est à 11h30, heure locale, que les jeunes recrutés au rang des forces armées de la République démocratique du Congo ont pris place à bord des nations phocaires affectées par le gouvernement de Kinshasa pour cette grande opération qui consiste à rajeunir les forces armées congolaises. Il s'agit de la troisième évacuation de la deuxième vague. 111 jeunes dont l'âge varie entre 18 et 25 ans ont quitté la ville de Mbujimaï pour celle de Likasi dans les Katanga profonds où ils vont rejoindre d'autres jeunes venus d'ailleurs pour la formation militaire. Selon le colonel Bertin Basekai, qui pilote cette opération, avec ses 111 nouveaux jeunes volontaires engagés pour servir sous les drapeaux, les Kasaï oriental totalise à ce jour plus ou moins 1160 jeunes fournis au rang des forces armées de la démocratie du Congo sur les 2000 attendus. Un travail pas facile à accomplir à cause de certaines incompréhensions et images obsolètes, car les parents ex-kasaïens au sujet des militaires congolais. Le travail n'est pas fini. Il faut plus de 800 jeunes supplémentaires pour atteindre les seuils de 2000 exigés. 6 mois après le début de cette opération au Kasaï oriental, le colonel Bertin Basekai veut encore y croire. Mbujimaï, Crispin, Chibinkoufa, de l'Est-50. Et puis en dehors de nos frontières, au Mali, la violente explosion signalée à Gao dans la nuit de dimanche à lundi est le fait d'un bombardement français qui a fait une victime, un djihadiste. Ces 2 derniers jours, 2 attentats suicides ont touché la ville, tandis que dimanche, une fusillade a éclaté en plein centre-ville entre des soldats maliens et des éléments djihadistes. Une attaque qui a été revendiquée par le Moudjahou.